Dans deux... Oui, c'est ça. Alors, dans deux situations, il y a eu fausse couche, bien évidemment, puisque la procréation, qu'elle soit médicalement assistée ou pas, ben, elle connaît ses aléas, donc il y a eu fausse couche et reprise des traitements. Dans une situation, une des mères porteuses était enceinte de jumeaux et elle en a perdu un des deux. Dans une autre situation, il y a eu une deuxième procédure, c'est-à-dire une fratrie qui a été constituée, avec une deuxième mère porteuse qui était une deuxième amie de la mère d'intention. Sept enfants sont nés en bonne santé et toutes les grossesses d'ailleurs se sont très très bien déroulées. Et puis parfois, ben, la nature reprend ses droits. Il y a eu une naissance post-GPA tout à fait naturelle chez une des mamans. Alors, une naissance très très difficile puisque c'était une contre-indication à la grossesse et donc une grossesse où la patiente a été alitée vraiment très longtemps, un bébé né prématuré. Alors le modèle théorique avec lequel j'ai travaillé est une dialogique de la filiation et de la parentalité. Je ne vais pas vous assommer avec de la théorie, juste présenter le fait que la parentalité aujourd'hui se décompose en différents facteurs et qu'on peut étudier en fait chaque facteur pour les reconstituer ensuite. Et donc c'est un modèle que j'ai créé dans ma thèse avec une matrice biologique qui sont les parties et les produits du corps qui sont également vecteurs de la parenté. Et vous savez que chez la femme, on peut différencier la grossesse et la fonction ovarienne, donc la filiation génétique. Et puis il y a la matrice symbolique qui est très très importante, qui est l'inscription de l'enfant dans une société, dans une filiation, et donc qui va désigner le parent légal. Et on voit qu'à 1h15 d'ici, les lois et le parent légal se désignent de manière tout à fait différente. La matrice relationnelle, et c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui, puisqu'on a orienté, vous avez orienté le colloque sur la relation aux enfants. Donc ce sont les échanges sensoriels qui peuvent se dérouler pendant la grossesse. Et puis il y a la matrice psychique qui sont tous les mécanismes adaptatifs spécifiques de la parentalité. Et puis il y a toute notre enveloppe culturelle qui va bien évidemment imprégner nos représentations et le fonctionnement psychique des futurs parents. Voilà, donc ce que je vous propose de développer aujourd'hui, c'est l'évolution des interactions avec l'enfant à venir à travers la relation avec la mère porteuse. Alors, déjà dans le lien à la mère porteuse, il y a dans la majorité des situations une relation de proximité. Donc, soit elle est sœur, belle-sœur ou une amie. La plupart ont été également les témoins privilégiés des aléas qu'ont rencontrés ces couples dans la construction de leur parentalité. Donc, par exemple, une femme qui a perdu son enfant dans un accouchement traumatique avec une déchirure de l'utérus et donc des saignements très importants, une hémorragie, un risque vital, avait donc son amie à son chevet qui lui a dit « mais moi je vais t'aider ». Donc elles se sont spontanément proposées de les aider, elles ont vraiment été témoins de ces difficultés. D'ailleurs, dans un outil que j'utilise qui est le génogramme imaginaire, donc où on demande à ses parents, ses futurs parents, d'imaginer les personnes qui sont les plus importantes pour elles dans ce qu'elles vivent actuellement, et de les remettre dans un lien de filiation, elles ont choisi pour la mère porteuse un lien horizontal de sororité. Donc soit elles sont déjà sœurs et elles sont maintenues dans un lien de sœurs, soit ce sont des amies et elles sont mises justement dans cette position de sœurs imaginaires. Donc voilà une représentation d'un génogramme imaginaire. Et donc vous avez Ariane, qui est donc la mère d'intention. Alors c'est particulier parce qu'Ariane est fille unique, donc vous voyez tous les frères et sœurs qu'elle s'est imaginé, et elle a mis sa mère porteuse vraiment tout à côté d'elle, et puis elle a créé également une descendance avec le bébé qu'elle a perdu dans la grossesse précédente, et le bébé à venir, plus tous ceux encore à venir, me dit-elle. Alors, bien évidemment, la relation avec le fœtus va se faire à travers la relation avec la mère porteuse qui va contrôler, donc de par son corps, l'accès au fœtus et qui peut donc soit être dans des mécanismes de rétention, donc de ne pas communiquer ce qu'elle vit, soit au contraire assurer une continuité narrative entre ses ressentis corporels et les parents d'intention pour les partager. Et ce que j'ai observé, c'est que ça favorise justement ou moins l'établissement des relations protophasiques. Alors c'est un vilain mot de notre jargon psy qui veut simplement dire l'établissement de relations avec cet enfant à venir, in utero. Et donc un exemple de rétention, c'est Ariane
dont la mère porteuse a donc fait une amyosynthèse, et c'est évidemment la mère porteuse qui a reçu les résultats de cette amyosynthèse par courrier. Donc elle connaît, avant les parents d'intention, le sexe de l'enfant. Et donc elle me taquinait avec ce machin-là, qui est donc, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un petit garçon? Tu as envie de le savoir, eh bien tu ne le sauras pas avant la Saint-Valentin. Et donc elle lui a créé, donc ils ont fêté la Saint-Valentin ensemble, 2-3 jours après les résultats de la myosynthèse, et elle avait créé une carte avec un petit jeu de piste et une énigme pour dévoiler le sexe de l'enfant. Dans la continuité narrative, eh bien, dans le fil de cette grossesse-là, Ariane me dit, voilà, donc elle parle de son bébé, elle me dit, il paraît qu'elle bouge beaucoup, et elle me dit, c'est tout à fait la fille de sa mère, donc dit la mère porteuse. Alors j'imagine une petite pleine d'énergie avec des cheveux bouclés, c'est vrai qu'Ariane est pleine d'énergie avec des cheveux bouclés. Et donc c'est un processus qui est important, ce processus narratif, parce que la mère porteuse communique un petit peu ce qu'elle vit, et ça permet aux parents de se construire leur bébé imaginaire, ce bébé qu'ils attendent, et de le relier aussi au niveau de la filiation. Et c'est d'autant plus important que ça s'accompagne souvent d'une participation au mouvement du fœtus. C'est-à-dire que dans le cas par exemple de Chloé, qui est donc un autre sujet de la thèse, il y a vraiment eu une proximité physique avec la mère porteuse et de multiples interactions narratives et corporelles qui lui ont procuré le sentiment de connaître sa fille quand sa fille est née. Et donc, deux mamans ont fait de l'aptonomie avec la mère porteuse. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'aptonomie. Donc, c'est un accompagnement affectif et physique à la naissance qui permet d'entrer en communication avec le bébé par une apposition des mains et un soutien du ventre de la mère. Et donc, on peut appeler son bébé et le faire répondre en fait à certaines manipulations. Et normalement, ça a pour objectif de soulager les inconvénients de la grossesse. Et donc, cette aptonomie a permis effectivement d'expérimenter la réciprocité avec le bébé, c'est-à-dire que les mères d'intention ont pu dire « mais le bébé vient, il me répond hein, », ce qui a permis de valoriser leurs compétences maternelles déjà pendant la grossesse. Delphine me dit directement, j'ai senti dès le premier jour, dès les premières minutes, elle était très étonnée parce qu'il a répondu tout de suite. Donc dès le premier jour où elle fait de l'aptonomie, en fait son bébé vraiment lui répond et vient contre sa main. Et puis l'aptonomie permet également un soutien réciproque et un développement des capacités d'empathie de la mère d'intention par rapport à la mère porteuse. Et comme le dit Chloé, ça lui a permis de ne pas subir la grossesse mais de la vivre, c'est-à-dire qu'elle faisait une gymnastique qui permettait de soulager le poids de la grossesse en fin de grossesse. Et donc c'est ce qu'on appelle un holding à la fois physique et psychique. Alors bien évidemment, se rapprocher du corps enceint de la mère porteuse, c'est également envisager le corps dans sa dimension sexuée. Ça n'est pas facile pour tout le monde et ça génère parfois certains fantasmes sexuels. Alors ici, il y a un exemple également qui est dans la deuxième grossesse que Chloé a vécue avec son autre amie qui était donc la deuxième mère porteuse. Il y avait beaucoup moins de contact physique et les enfants de la mère porteuse eux-mêmes étaient très ambivalents par rapport à cette aptonomie. Et donc un jour, elle voit la mère porteuse et la mère d'intention faire cette gymnastique prénatale dans le salon. Et la petite fille court chez son papa en disant qu'elles étaient en train de faire des cochonneries, parce que c'est vrai que ça se fait bien évidemment avec le ventre nu. Donc tout dépend bien sûr du rapport que chacun a dans le rapport au corps d'autrui, dans cette dimension sexuée, de ce qui est véhiculé dans chaque famille, du rapprochement corporel. Dans ce rapport également, on observe quand même une mise à l'écart des pères d'intention. Vous savez que les premières échographies de la grossesse sont ce qu'on appelle des échographies endovaginales, c'est-à-dire qu'elles impliquent quand même un moment d'intimité. Et donc là, ce sont les maris des mères porteuses qui ont souhaité que les pères d'intention n'assistent pas à cette échographie-là et donc n'ont pas assisté aux premières images de leur bébé sur l'écran et parfois ils se sont sentis un petit peu exclus du processus, voilà, parce qu'ils ne le vivent pas non plus aussi facilement de ce rapprochement avec le corps enceint de la mère porteuse. Et donc ici il y a un schéma qui explique bien la relation entre la mère porteuse, le bébé et la mère d'intention, avec ce père d'intention qui se sent un petit peu en périphérie. Alors, d'autant plus ici que c'est justement le père français
qui me dit: ce n'est pas comme si Élise, ma femme, était enceinte et qu'il y avait le bébé. Moi, je n'ai pas de contact avec ta sœur. Et il rit même de manière un petit peu gênée. Il dit: je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés, les pères, ils sont comme ça? Et donc oui, c'est quelque chose qui était amplement partagé. Alors, au fil de la grossesse, ce processus narratif que je vous ai décrit peut se charger d'agressivité. En tout cas, c'est ce que j'ai rencontré dans 3 situations sur 5. Et voilà, c'est Chloé qui me dit: ah oui, qu'est-ce qu'elle m'avait dit la dernière fois? Que mon emmerdeuse l'avait réveillée toute la nuit. Alors, ce processus d'agressivité m'a beaucoup interpellée jusqu'à ce que, grâce à l'association Clara et donc ses multiples ressources, je découvre le travail d'Élie Théman, qui suggère d'envisager effectivement cette ambivalence et cette agressivité dans une dynamique bien spécifique, qui est la perspective d'un travail psychique à la fois de distanciation de la mère porteuse par rapport à ce bébé et aussi de rapprochement entre les parents d'intention et ce bébé. Et effectivement, quand on revoit les exemples, on voit effectivement que grâce à cette ambivalence et cette agressivité, la mère porteuse peut d'une part contrôler ses symptômes de fin de grossesse. Une fin de grossesse, c'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant. Elle peut les renvoyer à la mère d'intention, et en les renvoyant à la mère d'intention, elle rattache en fait cet enfant à ses parents d'intention. Et donc effectivement, quand Ariane me dit: oui, tu sais, ta fille, elle n'arrête pas de bouger, c'est une chiante comme sa mère, eh bien Ariane va se le réapproprier. Elle me dit: chiante, entendons-nous bien, une petite nerveuse, quoi, puisque c'est vrai qu'elle la sent pas mal bouger et que je suis assez nerveuse. Et donc on voit qu'il y a vraiment un lien d'affiliation qui se crée, en plus du lien de filiation génétique, mais pas du lien de la grossesse. Voilà. Et puis il y a eu chez nous une très très belle naissance qui a été préparée par les équipes d'autonomie et par la maternité de Hâte. Donc la mère porteuse a accouché dans la salle d'accouchement avec son conjoint et aptonome et sage-femme, pendant que les parents d'intention attendaient dans une petite pièce sur le côté, une petite pièce sombre, et ils étaient torse nu. Et quand le bébé est né, ce bébé a été enveloppé d'un linge dans lequel les parents d'intention avaient dormi 3 semaines, et donc qui était imprégné de leur odeur. Quand le bébé est né, il a été enveloppé de ce linge et il a été immédiatement porté aux parents d'intention, qui témoignent alors. Donc voilà Delphine qui dit: Denis et moi l'avons déballé et je l'ai pris sur moi, du pot à pot, son premier regard. Nous sommes restés un bon moment comme ça. J'ai toujours des frissons quand je lis cette phrase. Et Denis dit: quand la porte s'est ouverte, la lumière c'était assez comique parce qu'on était dans la pénombre, donc symboliquement, quand la porte s'est ouverte et qu'on leur a donc apporté le bébé, la lumière du couloir est entrée dans la pièce. Donc la lumière est entrée avec le bébé. Alors Delphine est également la seule maman de mon étude à avoir allaité. Donc il est tout à fait possible de créer une induction de la lactation pendant la grossesse de la mère porteuse, qui a permis donc à Delphine d'anticiper déjà cette fonction nourricière et protectrice aussi, et d'en éprouver aussi des sensations corporelles qui sont des sensations de la maternité. Le bébé va être allaité pendant 1 mois avant le passage au biberon, qui vont être composés des biberons qui appartiennent à la mère porteuse et à la mère d'intention. C'est-à-dire que la mère porteuse, lors de sa grossesse précédente, avait gardé les biberons. Vous savez qu'on peut congeler le lait maternel. Et donc, à un moment donné, eh bien, les 2 femmes ont mélangé les 2 laits. Dans la continuité de ce processus de conception, eh bien, le corps de la mère d'intention et celui de la mère porteuse se sont rencontrés au travers du lait, jusqu'à ce que la mère d'intention décide à un moment donné de ne plus trop mélanger les 2 laits. Voilà, donc vous voyez que chez nous, c'est quand même une parenté qu'on peut dire associative, avec le besoin d'une double reconnaissance. Il y a, comme l'a montré Hélène dans l'étude précédente, un maintien du contact avec la mère porteuse dans la majorité des situations. Il y a eu quand même, sur 6 situations, un trouble dépressif du postpartum, mais qui a été pris en charge alors par notre équipe, parce qu'il faut être très attentif à ces baby blues ou dépression du postpartum. Puis il y a une réorganisation des rôles sociaux et sexuels, c'est-à-dire que le couple
parentale qui s'était un petit peu déliée pendant la grossesse de la mère porteuse va se reconstituer autour de l'enfant, mais la mère porteuse a quand même besoin d'être reconnue dans ce qu'elle a fait. Alors, cette reconnaissance va se faire de la mère porteuse vers la mère d'intention, et donc ça c'est Delphine qui témoigne. À la maternité, je suis allée dans la chambre de Diane avec Dorian, je lui ai mis dans les bras. Elle l'a gardé un peu, puis il s'est mis à pleurer, alors elle a dit « Ah non, va chez maman ». Ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'est elle qui me mettait dans cette position de maman. Donc on voit qu'il n'y a, malgré ce lien qui se crée, aucune confusion entre qui est la maman et qui est le papa de cet enfant. Il y a également une reconnaissance du père d'intention vers la mère porteuse. Dans le cas de Delphine et Denis, cette reconnaissance a été matérielle. Alors ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais la manière dont il me l'a raconté ne m'a pas choquée, c'est-à-dire que autant Delphine avait accompagné la grossesse de la mère porteuse et s'était senti mis dans cette position de maman, autant Denis, qui s'était senti beaucoup plus extérieur, a eu besoin de faire un cadeau à cette mère porteuse. Et il m'a dit, alors la situation était assez amusante parce que c'était donc dans le postpartum, son bébé avait 2 mois, il était porté en kangourou, mais en me regardant moi, puisqu'il avait fait de l'autonomie, et donc je vois ce papa, la tête de son bébé, donc les 2 têtes sont superposées, et il me fait un geste comme ça en disant, c'est pas juste comme ça, c'est quelque chose qu'il faut sentir passer et assumer. Et donc il a vraiment fait une espèce d'analogie de l'accouchement pour dire que lui, il avait besoin d'une reconnaissance matérielle pour cette mère porteuse. Voilà, et puis ce qui est très beau aussi dans cette situation, c'est qu'il y a également une reconnaissance de la part transmise par la mère porteuse à l'enfant. Donc il y a un outil que j'ai utilisé qui est l'entretien R, qui est un outil sur les représentations du bébé, c'est-à-dire qu'on va demander aux parents d'écrivez le tempérament de votre enfant et à qui attribuez-vous ce tempérament. En général, on retrouve les parents, les grands-parents, et ici on a retrouvé la mère porteuse. Et donc, effectivement, on a un entretien R avec des représentations très souples, des prescripteurs variés. Le bébé est souriant et il est effectivement souriant, paisible. Et donc, elle me dit serein, car sa mère porteuse lui parlait beaucoup, il était toujours rassuré. Et tonique, qui est attribué à Denis, le papa, et à la mère porteuse, qui donc va rester la marraine de cet enfant. Voilà. Alors, pour conclure, j'ai de manière un peu provocante, repris une phrase de René Friedman, vous savez, qui est très opposé à la gestation pour autrui. Mais voilà, je suis d'accord avec lui parce qu'il dit, je suis d'accord pour une phrase, parce qu'il dit « La gestation pour autrui est une expérience humaine et émotionnellement fondatrice qui a des répercussions qui dépassent largement les seuls 12 mois de la gestation et du postpartum. » Et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et ce n'est pas une raison de s'opposer à la gestation pour autrui, puisque, voilà, je pense que vous pouvez le voir dans cette étude belge qui, effectivement, ne vous donne pas accès, mais peut peut-être servir de référent un jour, dans le partage, dans l'échange, dans le dialogue, et même dans l'ambivalence. Je pense que l'ambivalence est humaine, il faut pouvoir l'entendre. Et bien, l'enfant ainsi conçu et mis au monde devient un cadeau. Voilà, je vous remercie. Merci à Françoise Caillot pour son exposé très intéressant. Maintenant, on a une dizaine de minutes avant la pause pour quelques questions dans la salle, soit à Hélène, soit à Françoise Caillot. Donc, si quelqu'un veut poser une question, vous levez la main. Et vous parlez fort. Je répéterai la question le cas échéant, parce qu'on n'a qu'un micro. Si des questions, s'il n'y en a pas, moi je vais en poser une, quand même. Je vais demander, oui, je vais demander à Françoise Caillot si, parce que l'association Clara, comme d'ailleurs le Sénat français qui avait fait, je me rappelle, des propositions de loi dans le sens de la légalisation de la GPA, avait prévu, et nous aussi c'est ce qu'on préconise, que la femme qui porte l'enfant ne soit pas de la famille, quelqu'un de proche des parents d'intention. Ah, selon vous, Françoise, qu'est-ce que ça change d'avoir quelqu'un de très proche, trop proche, point d'interrogation, ou quelqu'un qui est plus éloigné de la famille d'intention?
Oui, donc le relationnel est évidemment toujours à risque. Au plus la relation est proche, au plus elle est susceptible aussi, entre guillemets, de mal tourner. Il se fait qu'en Belgique, nous sommes des bricoleurs. C'est-à-dire qu'on a commencé au CHU. Oui, c'est possible, mais on a commencé la semaine dernière, donc à Paris, on nous a dit, en fait, c'est du cousu humain. Voilà, c'est du cousu humain, c'est de la broderie de Bruges, de la dentelle de Bruges. Si la situation venait à se généraliser, il faudrait certainement la penser autrement. Il se fait que les équipes médicales ici sont pas très nombreuses pour encadrer ces situations et qu'il nous apparaissait que c'est dans ces situations relationnelles que la première situation a été suivie. C'était une sœur qui s'était proposée de porter le bébé de sa sœur. Et quelque part, on a suivi ce pli-là parce que ça nous paraissait, à nous, équipe médicale, plus facile à encadrer et plus facile à suivre. Et qu'on trouvait intéressant quand même ces échanges qui se passent, ces micro-échanges qui se passent pendant la grossesse. Mais il y a eu des disputes, oui. Dispute, c'est le mot belge, non? Pour dire débat en France. Je crois que tu avais une question, toi aussi. Parce que, puisque vous n'en posez pas, on en pose. En fait, on voulait annoncer la presse parce que là, c'est très intéressant d'avoir deux intervenants de qualité. Je pense que vous saisissez l'opportunité de poser des questions. Il ne faut pas avoir peur de vous jeter à l'eau. Ma question, ça va être pour Hélène. En fait, comme tu l'as dit, l'étude Golan-Bockel rassemblait à la fois des gestations pour autrui et des procréations pour autrui sur la mère porteuse traditionnelle. Est-ce qu'elle fait apparaître une différence? Est-ce que, justement, sur les relations, est-ce que ça change quelque chose? Bon, alors, je peux répondre de façon, entre guillemets, scientifique, c'est-à-dire, là, on va le voir sur les tableaux que j'ai mis et que vous pouvez retrouver. Il existe des différences, si on regarde comme ça sur une échelle un peu plus large. Donc oui, il semblerait que les relations soient plus soutenues avec des personnes connues. Qu'elles soient d'ailleurs, oui, en fait, avec des... Alors, dans cette étude-ci, vraiment précisément, la réponse serait les mères porteuses, donc procréation pour autrui, connues et inconnues au départ, parce que les deux sont possibles, sont plus fréquemment vues que les gestatrices qui, finalement, n'ont que porter l'enfant, on va dire, en tout cas n'ont pas de lien génétique. Voilà, ça c'est la réalité de cette étude-là. Mais bon, je crois sincèrement, moi je travaille quand même dessus depuis pas mal d'années et j'ai rencontré pas mal de gens ici, aux États-Unis, enfin en Hollande, en Belgique, enfin dans plein de pays, j'ai vraiment vu tous les cas de figure. La réalité est très hétérogène, voilà. Moi, personnellement, je répondrais, tout est possible. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est vraiment de penser la chose, de prendre son temps, de bien choisir, de ne pas faire n'importe quoi. Bon, tout le monde sait que ça prend du temps, ça c'est clair, mais voilà. Bon, ici, je trouve que vous conseillez très bien, mais je pense que j'ai vu les deux cas, et suffisamment de fois. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi bien une relation proche, soutenue, très longtemps avec des gestatrices inconnues au départ, et le contraire est vrai aussi. Voilà. Et la maternité est quand même quelque chose de très complexe en soi, en dehors de la GPA, enfin en général. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui influencent ça. Et on essaye évidemment pour faire des études de découper les choses, parce que c'est comme ça qu'on fait, on ne peut pas faire autrement. Mais la réalité, elle est qu'en fait les deux choses sont possibles et que c'est difficile de répondre oui, c'est comme ça avec l'un et c'est comme ça avec l'autre. Je pense que c'est assez culturel. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de pays qui, comme la France, elle a une position extrêmement précise sur l'aspect relationnel ou pas. Si ça se faisait ici, on pense bien que ça se ferait avec des gestatrices et pas de la procréation pour autrui. Ça se fait pareillement en Belgique. Bon, en Hollande, par exemple, c'est différent. Enfin, en Hollande, on a les deux cas. Enfin, il y a beaucoup de variations. En Angleterre, on a les deux cas. Donc, même si... voilà. Et c'est vrai que parfois, quand on connaît les difficultés de toute
toute la PMA, des FIV et de tout le cheminement médical, de toutes les, enfin, tout ce qu'il y a à faire, certains couples, il y a un aspect financier, mais il y a aussi un aspect, on va dire, facilité. Certaines personnes préfèrent faire de la procréation pour autrui parce que c'est plus facile. Et que, oui, il y a des désavantages, mais il y a certains autres avantages. Donc c'est quand même quelque chose d'assez... Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question? Parce que là, on a... Bah oui, c'est dommage, on a suscité les besoins maintenant. Mais... Tu peux la poser. Les mères porteuses ont des enfants et leurs enfants, ils réagissent comment en fait? Bon, je vais répéter la question. Comment réagissent les enfants des mères porteuses pendant la gestation pour autrui, j'imagine? Peut-être Françoise? Oui, les deux. On commence par Françoise? Oui, enfin, je sais un peu, mais... Comment réagissent ses propres enfants? Oui, voilà, mais de manière très variable, disons que ce qui est certain, c'est qu'on leur explique dès le début, enfin les parents, hein, le couple porteur, quelque part, explique dès le début à leurs propres enfants que c'est le bébé d'autrui. Hein, et comme ces enfants connaissent effectivement, donc c'est le bébé de Chloé, parce que le ventre de Chloé est cassé. Voilà. Et donc, comme ils connaissent l'histoire, finalement, ils vivent et ils accompagnent ça. Maintenant, ce qui s'est passé dans une des situations, c'est qu'il y a une des petites filles qui était la dernière de sa fratrie et qui a quand même demandé à sa maman si on ne pouvait pas garder le bébé, et qui a dit, mais alors c'était Barbara, et donc elle dit, mais Barbara, elle a déjà des chats et des chevaux, donc pourquoi est-ce qu'elle veut un bébé? Donc voilà, petite fille de 4 ans, voilà, donc en fonction de l'âge, de la capacité de compréhension et de se représenter effectivement cette complexité, les réactions sont variables, mais avec une bonne... Parce qu'en fait, il n'y a pas de notion d'abandon non plus. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment des choses qu'il faut se sortir de la tête. Hein. La mère porteuse, elle n'abandonne pas. Et à partir du moment où on le porte pour autrui, on le rend à autrui, mais on ne l'abandonne pas. Oui, alors ça, c'est une question qui revient assez régulièrement, sur lequel, en fait, il n'y a pas d'études faites. Hein, faut savoir, parce que, évidemment, pour ce faire, il faut avoir, pareillement que pour l'étude que j'ai présentée, suffisamment de familles, qu'il faut avoir suffisamment de temps de recul, c'est-à-dire que c'est difficile de vérifier avec un enfant en dessous de 10 ans, et idéalement, tous les psychologues vous diront que l'adolescence remanie beaucoup de choses chez un enfant, et que donc, vraiment, pour avoir quelque chose d'intéressant, il faudrait pouvoir étudier à l'adolescence et après, et que c'est très difficile de trouver suffisamment d'enfants pour avoir une étude qui ait du sens. Maintenant, il faut savoir, je confirme ce que dit Françoise Caillot, c'est-à-dire qu'il est évident que c'est toujours expliqué, parce qu'on peut difficilement cacher une grossesse à ses propres enfants, et que comme c'est accompagné dans les pays anglophones, il y a même des livres hein, pour les enfants de la gestatrice mère porteuse pour expliquer, et bon, enfin des outils, et que quand c'est expliqué, évidemment, les choses sont moins difficiles. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. En tout cas, il n'y a pas de problème connu où on sache qu'il y ait des drames familiaux parce que les enfants de la mère porteuse auraient... Enfin voilà, après, il y a toute l'ambivalence que tout enfant peut avoir du fait de voir sa mère enceinte, de voir un autre enfant arriver ou pas. Je pense qu'il y en a certains même qui doivent être contents que l'enfant s'en aille. Donc, si vous voulez, voilà. Mais on ne peut pas en dire beaucoup plus que ça. Il y avait une dernière question, ça sera la dernière parce qu'après on a, avant la pause, une autre petite intervention. Oui, moi c'est plus une réflexion que je me faisais parce que bon, je suis heureuse maman d'un petit garçon de 2 ans né aux États-Unis, mais je suis aussi pédopsychiatre. Et donc je me faisais la réflexion sur le fait de baby blues dont vous parliez. Et c'est vrai que je trouve que c'est un très bon argument contre les détracteurs que j'ai là, parce que quand je passe mon temps à déculpabiliser les mamans qui font un baby blues à la naissance en disant c'est hormonal, c'est normal, mais là on voit que ce n'est pas hormonal, c'est les mamans d'intention qui le ressent. C'est vrai que moi-même j'ai fait un baby blues qui a duré 2-3 jours à la naissance, qui a beaucoup inquiété la gestatrice, parce qu'elle s'inquiétait, elle avait peur que je ne sois pas heureuse, mais en fait justement c'est très sain et ça montre que ce n'est pas hormonal et qu'il y a quelque chose de bien plus chimique qui se fait et qui est bien plus symbolique et psychologique. Merci Cathy pour ton témoignage, pour cette question qui est aussi... Vous voulez réagir par rapport à ça? Parce que Cathy, est-ce que tout le monde a entendu son...
Cathy, tout le monde n'a pas entendu, donc je vais essayer, enfin non, je vais te demander de venir pour le répéter, ici, c'est mieux. Et que tu te présentes, parce que Cathy est, comme elle a dit, pédopsychiatre française. Et oui, donc je vais redire tout ça. Donc, je suis pédopsychiatre à Toulon, mais bon, c'est vrai que je suis avant tout maman, et donc je disais que je suis l'heureuse maman d'un petit garçon, Tom, qui est né à San Diego, il y a maintenant 2 ans, et donc je faisais une réflexion sur le baby blues, puisque donc, vous avez dit que vous aviez repéré baby blues, même les dépressions aussi chez les mamans d'intention, et donc je disais que c'était très intéressant comme contre-argument pour tous ceux qui sont les détracteurs de la gestation pour autrui, parce que donc c'est vrai qu'on entend toujours c'est hormonal, il n'y a que celle qui porte, qui est la mère, etc. Alors que la maternité, on sait que c'est bien plus que 9 mois de gestation. Et donc je disais que je passais mon temps à rassurer les mamans qui ont des enfants de façon tout à fait naturelle, qui font des baby blues en disant c'est hormonal, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, là on a la preuve que c'est pas qu'hormonal, puisque les mamans d'intention peuvent aussi faire un baby blues. Et donc je disais que j'avais moi-même fait un baby blues de 2-3 jours à la naissance de mon fils, qui avait beaucoup inquiété d'ailleurs la gestatrice, puisqu'elle croyait que j'étais pas heureuse, alors qu'elle a fait vraiment dans une démarche altruiste, avant tout pour aider à notre couple, plus que pour l'enfant même. C'est très particulier, la relation d'horizontalité est très forte dans notre cas. Et voilà, donc c'était pour faire cette petite réflexion-là. Merci Cathy pour cette réflexion et témoignage en même temps. On va avoir après la pause un débat dans lequel on va approfondir ces questions-là. Donc je proposerai à Françoise de revenir pour la table ronde, et Hélène si elle le souhaite. Mais juste avant la pause, on fera une petite pause de vraiment maximum un quart d'heure, donc je vous demanderai d'être très strict dans l'heure de retour. Juste avant, je vais donner la parole à un chercheur qui est dans la salle quelque part, voilà, qui a fait une étude, qui est en train de faire une étude justement en France, pour la France, et il va faire un petit peu appel à vous, parents qui sont là. Voilà. Bonjour, merci à Susan Clara de me donner une petite minute pour vous parler de cette étude. Effectivement, Hélène disait tout à l'heure qu'il y avait peu d'études. Qui étaient faites en fait sur le développement des enfants. Donc c'est vrai, elle présentait tout à l'heure une étude de Suzanne Golombok. Avec Suzanne Golombok et une équipe des Pays-Bas, dont Enibos à Amsterdam, nous avons monté un projet d'étude justement du développement social des enfants qui sont nés par GPA et par PMA, pas uniquement la GPA. Donc on s'intéresse à 3 types de familles, des couples hétérosexuels qui ont eu recours à une GPA ou qui vont avoir recours à une GPA, des couples gays qui ont recours à une GPA ou qui vont avoir recours à une GPA, et puis des couples de lesbiennes qui ont recours à une insémination. Cette étude, elle présente quelques originalités, hormis le fait que c'est une des premières vraiment à s'intéresser précisément à ces questions-là. C'est qu'elle est européenne, donc je viens de vous le dire, mais c'est aussi qu'elle bénéficie d'un financement par l'Agence nationale de la recherche, c'est-à-dire que c'est à ma connaissance la première fois française, donc en France. C'est à ma connaissance la première fois qu'une étude de ce genre bénéficie d'un financement public et assez conséquent qui permet de couvrir l'ensemble des besoins et des dépenses pour cette étude. Donc c'est pas inintéressant aussi sur le plan politique. Cette étude, elle visera évidemment à orienter les politiques familiales lorsque les résultats seront connus. Peut-être juste un mot sur la méthodologie. Donc on a besoin de rencontrer des familles qui ont un enfant qui est né après le 1er février 2013. Ah, c'est précis. Hein. Oui, c'est précis. N'hésitez pas. Ou qui sont à naître dans les 15 mois qui viennent. D'accord. Voilà. Il y en a quelques certains. Voilà. Donc dans les 15 mois qui viennent également. Comment ça se passe? La méthodologie de l'étude repose sur à la fois des questionnaires que les parents remplissent, des entretiens, et puis aussi des situations d'observation des relations parents-enfants dans un contexte naturel, à domicile, dans des situations quotidiennes de repas, de jeux, de change, etc. Et puis, dans une situation de standardisée qui se passera, en tout cas pour la France, à l'université Paris-Ouest Nanterre, à laquelle je suis donc maître de conférence. Si vous êtes intéressé, si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées pour participer à cette étude, ce que je vais faire, plutôt que de le mettre à disposition, je me suis dit qu'on va peut-être le distribuer, enfin le faire passer, ce sera plus simple. Il y en a une centaine de documents, donc si vous en prenez... C'est pas le questionnaire, ça présente l'étude. C'est un appel à participation. On va le mettre sur la table à l'extérieur. Si on le donne, comme ça ce sera fait.
s'il y a des groupes, vous en prenez un pour deux. Prenez-en un pour deux. Sur le document, vous avez l'adresse du site de la recherche. Vous pouvez nous contacter, il vous donnera plus d'informations par téléphone, par mail. Sachez juste, petite précision, que pour cette étude, nous sollicitons l'avis d'un comité d'éthique et que nous sommes soumis à l'autorisation de la CNIL. Voilà, donc ce sont des choses qui sont faites dans les règles et qu'évidemment, la confidentialité des familles est respectée. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, petite parenthèse, que pour les familles qui participeront à l'étude, en même temps, vous rentrerez un petit peu dans vos impôts puisque c'est de l'argent public. Merci. On est très content que les impôts participent à ce projet de la connaissance. Et pour votre information, ce qui est marqué sur ce qui vous est distribué, c'est sur le forum des adhérents. Voilà. Ceux qui n'auraient pas eu le formulaire. Bon, écoutez, on va s'arrêter pour un petit quart d'heure. Et revenez